BFM Business, Impact PME l'hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e numéro de la saison 2 d'Impact PME. Vous le savez, un événement organisé comme l'an dernier par la CPME et BFM Business, puisque pendant 8 semaines, nous partons à la recherche de ces entrepreneurs de TPE-PME qui se battent dans cette adversité que crée le Covid chaque jour. Et puis vous vous souvenez que le 12 novembre, on a rendez-vous pour une journée entièrement consacrée aux PME sur notre antenne BFM Business en digital, en radio et en télévision. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui 3 nouveaux invités, 2 en présentiel, puisque c'est ça maintenant la terminologie de nos rencontres. Et puis en distanciel, on va commencer par vous qui êtes à mon studio, à mes côtés en studio avec vous, Christelle Dichary. Christelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois expert comptable, commissaire aux comptes et présidente de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes Ouest-Atlantique. On a également en face de vous un entrepreneur, Mathieu. Vous êtes aussi un entrepreneur d'une certaine façon. Exactement. Mathieu Orné, qui est quant à lui gérant fondateur de WebID, un studio web qui aide les entreprises à se numériser. On va en parler ensemble et c'est un des éléments clés d'ailleurs de la sortie de crise, en tout cas si elle arrive un jour. Et puis on a quelque part chez lui ou dans son bureau William Naoum. William qui est expert comptable, qui est commissaire aux comptes, qui est bien sûr aussi président du comité prévention à l'ordre des experts comptables et président national du CIP, qui est le Centre d'information sur la prévention de difficultés des entreprises. Bonjour William, est-ce que vous êtes avec nous, même à distance ? Oui, bonjour à tous. Bien, alors je vous propose peut-être qu'on démarre avec Mathieu, puisqu'on aime démarrer cette émission avec des cas d'entrepreneurs dans la réalité du quotidien, si je peux dire ça comme ça. Alors Mathieu, qu'est-ce que c'est que cette agence de communication digitale créée en 2013, c'est ça ? C'est ça, fondée en 2013, donc bonjour à tout le monde. Et effectivement, merci. Donc, WebID, c'est une agence web avec 2 métiers spécifiquement. Le premier, c'est tout l'accompagnement dans la création de solutions. C'est-à-dire que notre job est de pouvoir accompagner sur des solutions de présence sur le web. On va parler de site internet plus communément. Voilà, on est une agence de développement. Alors ça va pour un public de quel type de taille d'entreprise ? On est sur du compte plutôt régionaux, sur des petits nationaux. TPE, PME et ETI ? Oui, c'est ça. On est vraiment là sur la PME. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir leur apporter des solutions, que ce soit des solutions vitrines pour avoir de la visibilité, des solutions marchandes, où on verra un peu plus tard, mais des solutions qui permettent justement d'accompagner dans cette transition digitale. Ça, c'est notre premier métier. Et le deuxième métier, c'est les métiers de traffic management. Le SEO. Exactement. SEO, voilà. Et alors j'ai découvert le SEO et le SIA aussi. Voilà, le SEO. Vous connaissez bien le SEO et le SIA, la différence d'ailleurs ? Référencement naturel pour le SEO. Voilà. Et le fait de payer, le référencement payant pour le SIA. Donc vous aidez en gros les entreprises à être visibles ? C'est ça. Notre job, c'est de pouvoir leur créer une présence et faire en sorte qu'ils aient plein de contacts à travers leur site internet. Alors vous êtes combien ? Vous êtes une entreprise, une TPE ? Vous êtes une dizaine de personnes, je crois, à peu près ? On est une petite dizaine de personnes, voilà. Quel métier du coup ? On trouve que des geeks ? Alors, globalement, tout va dépendre de ce qu'on met derrière la définition de geek. En tout cas, un peu geek quand même. Des technophiles, des passionnés du web, ça c'est sûr. Ouais. Et on va avoir une très grosse équipe de développement. Donc on a ce qu'on appelle des développeurs web, des intégrateurs, des développeurs plutôt back-end. Bon, on va passer sur ces termes techniques-là. Et ce qu'on appelle les métiers du traffic management, donc un expert SEO, un expert justement dans les régies publicitaires, etc. Il y en a beaucoup des agences qui font ça. Comment est-ce qu'on se différencie ? Quelle est votre signature, votre aspérité ? Alors on a vraiment 2 spécificités. La première déjà, c'est effectivement le fait d'être une véritable agence web de développement. C'est-à-dire qu'on a en interne, nous, toutes les capacités d'aller développer des technos web assez lourdes. Ce sont vos propres technos. Exactement. On a des choses assez profondes. On va travailler avec des technos qu'on appelle open source, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des choses ouvertes. Par contre, on a vraiment en interne des capacités de pouvoir développer des solutions extrêmement techniques, extrêmement complexes. Ça, il y a beaucoup d'agences web, mais très peu d'agences capables de développer concrètement. D'accord. Voilà, ça c'est notre première. Voilà. Et après, on a une spécificité qui est le SEO, puisque je suis de base, moi, SEO, et donc forcément en fond. Ça veut dire quoi être de base SEO ? Vous n'êtes pas né dans le SEO ? Enfin, comment est-ce qu'on est dans le SEO alors ? On a cette appétence-là depuis très longtemps. Oui. Moi, j'ai un parcours assez atypique, puisque je viens plutôt d'école de commerce, c'était pas forcément du marketing. Et donc, j'ai toujours eu, à travers ma vision du web et du marketing, la capacité à aller acquérir de nouveaux marchés. Et l'une des sources de trafic. Aujourd'hui, c'est le SEO. C'est les moteurs de recherche. Donc voilà, cette appétence depuis quelques années, et forcément quand on fonde quelque chose on y met toujours un peu son ADN, donc voilà pourquoi l'ADN est... Et en plus ça vous trouvez un petit peu de temps pour être engagé au sein de la CPME, pourquoi ? Alors, ça, c'était vraiment une des grosses volontés que j'ai eues. J'ai eu la chance d'être accompagné. Quand j'ai créé, j'ai eu la CPME qui m'a accompagné dans mon projet. J'ai eu la Chambre de commerce qui m'a également beaucoup accompagné. Et au bout de quelques années, je me suis dit que j'avais pu bénéficier de toutes ces infrastructures qui permettent aux chefs d'entreprise en France de finalement créer. D'exister et de se développer, oui. Exactement. Et je me suis dit qu'il était temps de rendre un petit peu. Et puis, je pense que, alors encore
encore plus vrai aujourd'hui, mais on a besoin d'accompagner des chefs d'entreprise, on a besoin de les accompagner, notamment dans cette transformation digitale. Et voilà, et comme c'était quelque chose, j'ai eu la chance d'être accompagné, je pense qu'il y a un vrai besoin d'aller les accompagner en ce moment. Bien sûr. Et voilà, c'est ce qui est votre obsession, c'est de recréer la confiance, et ça passe aussi par l'entraide. Ça va. Alors Christelle Dichary, vous êtes, je l'ai dit, à la fois commissaire aux comptes, mais également expert comptable et commissaire aux comptes. Alors on a là les deux métiers qui sont les deux grands proches des entrepreneurs en ce moment. Tous n'ont pas de commissariat aux comptes, à l'évidence, et en plus ça a un peu changé dans votre métier. Exactement. Avec une loi Pacte qui vous a pas fait très plaisir. Non. En tout cas, qui fait un peu souffrir votre profession. Exactement. Dites-nous rapidement quelques mots avant de revenir sur l'utilité de votre métier, notamment en cette période de prévention de la difficulté et des défaillances d'entreprise. Quelle est la différence majeure entre l'un et l'autre pour ceux qui peut-être n'ont pas de commissaire aux comptes et qui connaissent le nom sans forcément savoir s'ils en ont besoin ou pas? Alors, la mission de commissaire aux comptes, c'est une mission de certification des comptes. Donc, on assure la sécurité financière et la transparence financière. C'est une mission légale. Alors, vous l'avez dit, effectivement, la loi Pacte nous a effectivement été assez défavorable puisqu'elle a relevé les seuils dans lesquels... On est passé de quoi à quand pour qu'on soit bien clair? C'est un peu compliqué parce que c'était en fonction du statut juridique. Mais pour faire simple, on est passé dans une SAS où on pouvait, à partir de 2 millions ou 1,5 million, à 8 millions. Effectivement, entre 2 et 8. C'est-à-dire que maintenant, l'obligation pour avoir un commissaire aux comptes passe de 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan et 50 salariés. Donc on a cette partie-là, c'est une obligation. Alors, ça, c'est effectivement une obligation. Donc, qui demeure malgré la loi Pacte. Alors, qui demeure malgré la loi Pacte, effectivement. Par contre, donc vous le constatez, effectivement, de tout ce pan-là, on n'est plus entre les sociétés de TPE, on va dire, et PME. Oui. Ce qu'on trouve regrettable, mais on abordera ce point-là plus tard. Et donc, effectivement, on est passé d'une mission légale. Alors, par contre, la loi Pacte nous a aussi offert l'opportunité de pouvoir concourir à des offres contractuelles qualité de commissaire aux comptes, surtout des diagnostics de solvabilité, de risques financiers. Pour des sociétés qui n'auraient pas de commissaire aux comptes, on a la possibilité maintenant d'intervenir, notamment dans des PME, effectivement, en tant que commissaire aux comptes. On peut choisir d'en avoir un. Je suis entrepreneur dans une TPE-PME, je peux choisir d'en avoir un même si je n'en ai pas l'obligation légale. Exactement. D'accord. Et vous servez essentiellement à quoi? À prévenir les difficultés? Vous avez un devoir d'alerte également? Alors, on a un devoir d'alerte, et ça, c'est assez méconnu, c'est-à-dire que dans notre mission de certification des comptes, on a tout un pan sur la prévention des entreprises en difficulté. Donc notre mission n'est pas seulement limitée à la seule certification des comptes, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le devoir d'alerte dès lors qu'on a une mission continue, c'est-à-dire tout au long de l'année, pas uniquement au moment de la certification des comptes et de l'audit financier des comptes, dès lors qu'on a relevé tout fait de nature à compromettre la continuité d'exploitation, le commissaire aux comptes a un devoir d'alerte. Alors, continuité d'exploitation, c'est-à-dire que l'entreprise n'est plus en capacité de poursuivre son activité professionnelle. Et là, toute la différence est extrêmement importante. Notre enjeu, c'est de pouvoir intervenir en amont de l'état de cessation de paiement, puisqu'effectivement, c'est comme ça qu'on pourra prévenir et sécuriser les entreprises et les pérenniser. Et on a un devoir d'alerte, alors qui est prévu par la loi, qui est prévu par la loi de mars 84. Et donc, on a une procédure d'alerte qui est enclenchée. Par contre, au-delà de la partie normative, ce qui est important de rappeler en tant que commissaire aux comptes, c'est cette phase dite zéro, c'est-à-dire du dialogue qu'on engage au préalable avec le chef d'entreprise pour éventuellement l'orienter, le sensibiliser vers des dispositifs, en tout cas qui sont méconnus, et William en parlera, tels que le CIP, tel que le CPR et autres. On va venir vers William parce que cette phase a toute son importance, d'autant plus en ce moment. Alors William, vous êtes également expert comptable et commissaire aux comptes. On va peut-être garder l'aspect expert comptable puisque vous représentez votre profession avec nous aujourd'hui. Là aussi, la prévention est fondamentale, surtout en ce moment. Je rappelle quand même qu'il y a 21 000 experts comptables qui regroupent un nombre de collaborateurs très très important. Il y a 3 millions d'entreprises clientes, 23 conseils régionaux. En quoi votre rôle en cette période cruciale, William, votre rôle d'expert comptable est-il un peu différent peut-être de celui des commissaires aux comptes ? Le rôle n'est pas le même, hein. Christelle l'a bien expliqué. On a à peu près 150, 180 000 mandats de commissaires aux comptes et vous l'avez rappelé, 3 millions, 2 millions et demi, 3 millions de clients en tant qu'expert comptable. Donc c'est quasiment la totalité ou la quasi-totalité des entreprises, singulièrement les petites et moyennes. Et l'expert comptable, il est là, pas au quotidien, hein, mais il est là très régulièrement. C'est le plus souvent le seul conseiller extérieur qui intervient dans l'entreprise et par conséquent,
le seul interlocuteur réellement, sauf quand il y a un commissaire aux comptes, mais on a vu que les chiffres prouvent que dans les petites entreprises, il n'y a pas de commissaire aux comptes. Et donc, c'est le seul intervenant extérieur. Alors, le rôle est très important parce qu'il est très variable. Ça dépend aussi de la relation qu'il y a entre l'expert comptable et son client. Le client peut demander de façon très récurrente, très fréquente, des conseils de toute nature à son expert comptable, ou quelquefois il en est plus éloigné et il estime ne pas devoir faire appel à lui. Donc là, c'est moins la responsabilité de l'expert comptable. En tout cas, au quotidien, l'expert comptable est là pour aider le client, pour l'alerter, mais pas au sens du commissaire aux comptes, oui. Pour lui dire faites attention, ici ça dérape, ou là vous devriez peut-être insister sur tel ou tel aspect. Voilà. Mais ça n'est pas une obligation réellement de l'expert comptable. Absolument. C'est contractuel en fait. C'est contractuel, voilà, c'est je t'aime, tu m'aimes, on se voit plus souvent, ou tu tiens ma comptabilité et uniquement les déclarations, et puis c'est tout, je t'en demande pas plus. Donc si vous voulez, c'est très variable d'un client à l'autre, mais il arrive très souvent que l'expert comptable soit vraiment le confident du chef d'entreprise et joue un rôle accru, y compris en matière de prévention, y compris en matière de résolution des difficultés des entreprises par toutes sortes de conseils. Justement, William, est-ce que vous constatez une accélération du nombre de contacts? C'est-à-dire que vous publiez beaucoup d'outils au sein des différents conseils de l'ordre à disposition des entrepreneurs. Vous êtes très sensible, notamment à travers ces centres d'information et de prévention, à essayer de détecter le plus en amont possible en fait, les éventuelles difficultés qui ne vont pas tarder à arriver pour beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous constatez une accélération des appels et quel type d'appels aujourd'hui sont passés par vos clients? Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui? Est-ce que c'est comment je gère le PGE? Est-ce que je dois le rembourser ou est-ce que je prends 5 ans ou tout de suite? Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui principalement? Quelques mots. Oui, c'est clair, puisque d'une part, on constate que du fait des mesures gouvernementales, vous les avez rappelées, ce n'est pas le lieu ici, on n'assiste pas encore à une quantité redoublée de difficultés d'entreprise. Il y a beaucoup de difficultés, mais elles sont plutôt à venir en termes statistiques. Tout le monde dit au printemps, globalement. Pardon ? Tout le monde dit au printemps, globalement. Tout le monde attend ça pour le printemps. Voilà, oui, tout à fait. Donc là, l'expert comptable, il a été sollicité effectivement pour les prêts garantis par l'État, comment on fait, relire le contrat, signer, etc., pour les problèmes de chômage partiel, pour éventuellement des mesures de gestion qui permettent de serrer la vis et de se préparer à affronter une période qui risque d'être très difficile. C'est essentiellement ce genre de... Vous l'avez très bien dit, Philippe, c'est ce genre de conseils qui sont demandés à l'expert comptable. Dans la période qui vient, évidemment, ce que l'on craint, que l'on soit expert comptable ou dans ma qualité de président du comité de prévention de l'ordre ou même dans ma qualité de président du CIP national, et dans le cas d'ailleurs, vous le savez, de la commission Richelme qui a été voulue par le ministre de la Justice pour réfléchir à la meilleure façon de prévenir les entreprises en difficulté, on est tous tendus vers comment intervenir le plus en amont, comment faire en sorte que les rouages soient plus fluides, comment faire que les meilleures solutions soient trouvées pour colmater, diminuer, résorber si possible la gravité des difficultés des entreprises qui semblent quand même pouvoir s'annoncer dans les mois qui viennent, d'autant que on constate que les mesures pour lutter contre la crise sanitaire et la pandémie qui nous pend au nez, n'ont pas d'effet favorable, évidemment. Absolument. J'enfonce une porte ouverte sur le plan économique. Je vais me tourner vers Mathieu Ornet pour voir comment justement vous avez vécu ces différents éléments, notamment le chômage partiel. Oui. Vous avez eu des salariés en chômage partiel et vous m'avez dit que vous avez beaucoup travaillé avec votre expert comptable pendant cette crise, aussi bien sur la mise en place du télétravail, pour demander ce qui était possible, pas possible. Quel était votre rapport avec votre expert comptable dans cette période et justement sur ces deux sujets, par exemple, ou d'autres? Oui, alors effectivement, je pense qu'on l'a dit, ça dépend essentiellement de la relation
qu'on a. Moi, j'ai vraiment une relation qui est fréquente, extrêmement fréquente. Elle vient de vous ou elle vient de lui? Parce que c'est un des vrais sujets. On reproche parfois aux experts comptables de ne pas être assez, finalement, en sortant des simples chiffres, et c'est une de leurs ambitions d'ailleurs, d'apporter de plus en plus de services et de solutions au-delà de la simple tenue de la comptabilité qui va être faite de plus en plus par des algorithmes. Je pense qu'effectivement, même la comptabilité se digitalise, donc finalement, le rôle de l'expert comptable doit plus être sur l'aspect humain. Le dernier congrès, le 75e congrès, était entièrement consacré à ces sujets-là. Exactement. Et effectivement, alors, je suis moi très demandeur, mais effectivement, il est toujours très disponible, en tout cas, pour répondre à toutes mes questions. C'est un critère important? Essentiel. La disponibilité? Essentiel. C'est-à-dire que anytime, y compris les heures bizarres d'entrepreneurs? Non, alors ça va, j'essaie de ne pas l'embêter en dehors des heures du bureau. Mais en tout cas, il a vraiment cette disponibilité, il est capable de répondre à tout un tas d'interrogations. Et là, typiquement, les sujets sur lesquels vous avez sollicité son aide? Alors, il y en a deux essentiels. Effectivement, c'était tout l'aspect juridique des choses, sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment... Voilà, j'avais des questions sur les documents uniques, quand est-ce qu'il faut les refaire, pourquoi, les plans de continuation, les plans de reprise d'activité, enfin, tout ce genre de choses. On est une petite société, nous, donc on n'a pas forcément... Pas de service juridique, pas d'ARH, exactement. Effectivement. Alors, on a effectivement une assistante qui s'occupe de ces parties-là et qui fait un super boulot, mais c'est pas son job. Bien sûr, base. Elle n'a pas le background technique. Exactement. Et donc, elle a pu s'appuyer sur ce cabinet-là qui a fait un très gros travail, qui nous a vraiment accompagné toutes les semaines parce que c'était très mouvant, ça changeait. C'est encore très mouvant. Mais voilà, ça change tout le temps. Ça va le devenir. Et... PGE ou pas PGE? PGE. Vous l'avez pris? On l'a pris. Sur les conseils avec lui, vous avez décidé de le prendre ensemble? Sur conseil de vous l'avez utilisé, vous avez activé? Pour l'instant, pas encore. Pas encore, il est en réserve. Exactement. Et là, vous avez conseillé de dire, j'arrête pas de dire ça, mais quand un banquier pour une fois te donne de l'argent, prends-le même quand on n'a pas besoin, c'était ça un peu l'idée? En fait, il m'a conseillé d'essayer d'anticiper quelque chose qui n'est pas anticipable et donc de prendre toutes les armes possibles pour la suite. Alors voilà, on en aurait eu besoin, on l'aurait utilisé. Pour l'instant, il n'est pas débloqué, on l'a. Et on verra si on a... Le télétravail, vous l'avez mis en œuvre. Vous étiez déjà pas mal armé là-dessus. Oui. Mais pour autant, ce qui est intéressant, j'aimerais vous en parler rapidement, c'est que vous l'avez mis en œuvre, puis après il y a eu le retour, et surtout que vous avez maintenu un lien. Parce que vous dites que le problème du télétravail, parce qu'on est là aussi pour parler de la façon dont ça se passe très concrètement, ce qui est compliqué, c'est de partager des infos. C'est ça. Et vous avez trouvé des trucs là-dessus. Vous avez des espèces de routines. On a essayé on a essayé de mettre en place, en tout cas, effectivement des routines qui permettaient de garder ce lien-là. Pourquoi? Alors, on est une entreprise du digital, on est ce qu'on appelle digital native, tous chez nous. Donc, tout le monde est en mobilité, tout le monde a ce qu'on appelle un LAP, un PC portable, tout le monde a effectivement ce qu'on a besoin. Une bonne liaison Internet s'ils sont à peu près où il faut. Donc tout ça va. Par contre, il y a deux choses. Et on avait déjà, nous, le télétravail qui était un peu ancré chez nous. Chacun pouvait faire un peu... Alors on a des règles, on avait essayé de le cadrer justement avec l'expert comptable, mais en tout cas, c'était quelque chose d'assez facile chez nous. Par contre, ce qu'il a fallu déployer, c'était à grande échelle. Pourquoi? Parce que quand on passe de 1 jour ou 2 de télétravail par semaine à 5 et à plus voir ses collègues... Voire à 100%. C'est pas tout à fait pareil. Et là-dessus, il y avait autre chose. Le télétravail, c'est une chose. Les conditions dans lesquelles on peut l'exercer, c'est bien différent. Si vous avez une pièce à la maison dans laquelle vous pouvez... C'est tout le sujet du télétravail actuellement. Bien sûr, vous n'avez pas les enfants. Aucun problème, une bonne connexion Internet et tout va bien. Nous, tous les outils sont ce qu'on appelle en SaaS, c'est-à-dire partagés. Donc, tout était fait sur l'aspect technique des choses. Maintenant, l'aspect humain et être capable d'accompagner chacun de nos collaborateurs dans cette mise en place entre quelqu'un qui a des enfants, qui vit dans un appartement et quelqu'un qui vit dans une maison avec un bureau, c'est pas la même chose. Et il a fallu beaucoup échanger, il a fallu partager là-dessus. Et puis après, il a fallu accompagner, effectivement. On est dans des métiers de gestion de projet, nous. Absolument. Et pour gérer un projet, il faut de la com, il faut échanger. Et ça, souvent, on se rend compte, mais dans une entreprise, les informations, elles s'échangent beaucoup de manière informelle. Quand on est en train de déjeuner, à la fameuse machine à café. Exactement. On se croise dans des couloirs. Vous avez créé des apéristes, des machines à café virtuelles? C'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait... Vous le matin, vous preniez un café chacun de votre côté, comme l'apéro de Zoom, quoi. Exactement. C'était côté professionnel, donc à 8h45 le matin, on était... Oui, mais c'était un point de rencontre, c'était un point qui maintient la cohésion. Et ça a été très apprécié par les équipes, parce qu'effectivement, on n'était plus tout seul. Et tous les matins, un café, on discutait de tout et de rien. Surtout pas de travail. Surtout pas de travail. Le matin, le soir, vous échangez la journée de boulot. Exactement. Et le soir, par contre, chaque pôle avait un débrief de la journée. Mais le matin, surtout pas de travail. Christelle Guichary, est-ce qu'on fait appel à vous sur les mêmes sujets qu'avant, en tant que commissaire aux comptes en ce moment? Parce que vous évoquez l'aspect prévention qui est aujourd'hui presque votre obsession pour limiter le maximum les défaillances d'entreprises dans les mois à venir. Quels sont les sujets sur lesquels, ou les conseils que vous donneriez aux entrepreneurs aujourd'hui qui nous écoutent, des sujets sur lesquels il faut être vigilant, sur lesquels vous les aidez en ce moment? Alors, je pense que William l'a rappelé tout à l'heure, préservation du cash, ça c'est effectivement... Cash is king, toujours. Oui, c'est
primordial. Et je pense que votre expert comptable est un bon expert comptable parce que je pense qu'il faut anticiper au maximum. Et effectivement, même si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, peut-être que demain, par rapport à une reprise économique qui se veut incertaine, ça sera plus compliqué. Donc, d'avoir le maximum d'anticipation, d'outils de gestion capables d'être... Des tableaux de bord, toujours. Des tableaux de bord, oui. C'est peut-être plus un truc d'expert comptable, ça. Alors, mais pour autant, vous les lisez, vous les commentez. Mais nous, on s'en assure au quotidien. C'est-à-dire, alors effectivement, on n'est pas tout le temps avec l'entreprise, mais dès lors qu'on a des incertitudes, comme je vous l'ai évoqué, sur la continuité d'exploitation, on va être en dialogue vraiment régulier, récurrent, d'échange, de concertation avec le client. On va lui demander effectivement de produire des tableaux de bord, de produire des éléments aussi de cash, de prévision de trésorerie, qui font qu'on aura finalement une visibilité sur une période d'1 an glissant. Et si toutefois, il y a effectivement des faits qui sont de nature à compromettre cette continuité, c'est là où on intervient en amont, en échange, en concertation pour l'aiguiller vers des dispositifs qui sont méconnus. Parce qu'on ne parle pas souvent de la détresse des chefs d'entreprise dans des périodes et de la solitude. Et c'est comme pour tout, comme dans la vie personnelle finalement. Quand vous n'êtes pas bien, la personne a tendance à se renfermer. Et bien dans l'entreprise, c'est un petit peu ça. Et le chef d'entreprise est souvent seul et il a tendance à se renfermer. Alors, il a l'expert comptable, il faut effectivement qu'il s'entoure de partenaires, mais si toutefois il ne veut pas forcément écouter son expert comptable, et en tant que commissaire aux comptes, alors là j'insiste sur cette période de devoir d'alerte, parce que effectivement c'est peut-être normatif, mais ça permet aussi de pouvoir aider, conseiller, et puis effectivement pérenniser la société. Je vais vous citer un exemple tout simple. Il y a 5 ans, j'étais commissaire aux comptes, je suis toujours commissaire aux comptes d'une société qui était dans un déni de voir qu'il allait au-devant de graves problèmes financiers. Vous l'aviez vu évidemment. Nous, on l'avait vu parce qu'effectivement, il y avait des éléments qui faisaient qu'on ne pouvait pas passer outre et donc on l'a mis en garde et on a été obligé finalement de lancer cette procédure d'alerte, d'informer le président du tribunal de commerce et de trouver finalement des solutions avec ce président du tribunal de commerce pour faire en sorte que la société puisse perdurer. Et là, je suis plutôt fière de le dire, c'est que 5 ans plus tard, il est toujours là. Il est en plan continuité d'exploitation, en plan de continuation. Le déni est de s'être arrêté rapidement à partir d'alerte. Je dirais que oui, quelque part, parce que là, il a été confronté finalement. Oui, il y a une forme de la justice, c'est presque autre chose. Oui. Quand on rentre dans un autre type de relation, c'est pas pareil. Mais par contre, c'était pour son bien. Mais bien sûr, encore une fois, ce devoir d'alerte, c'est pas juste normé, c'est vraiment pour le bien. Avant de repasser la parole à William Naum, juste un point. On a le sentiment, ou peut-être à tort d'ailleurs, qu'on a de rapport avec son commissaire aux comptes qu'à l'occasion de son bilan. En vous entendant, j'ai le sentiment qu'on a le même rapport tout au long de l'année, quelque part avec son commissaire aux comptes, ou est-ce que je me trompe ? Alors, normalement, on sait bien que l'expert comptable, c'est quasiment tout le temps, mais vous, j'ai le sentiment que c'est la clôture des bilans, il valide, et puis c'est bon. Eh bien non. C'est pas ça. C'est une idée qui est préconçue. C'est pour ça que je voulais la lever. Et vous avez raison de me poser la question. Alors effectivement, l'expert comptable, c'est vraiment le partenaire privilégié. Mais nous, commissaires aux comptes, on a une mission continue tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on est en contact régulier. Moi, généralement, je demande à mes clients, on fait toujours un point avant la clôture de l'exercice. Et quand on a un expert comptable, généralement d'ailleurs, on fait un point avec l'expert comptable, le chef d'entreprise et le client. Et on voit toutes les options de clôture. On voit s'il y a des points, des éléments, on va dire, comptables, financiers, qui, en tout cas, permettraient d'avoir une meilleure visibilité. Donc oui, elle est continue et oui, c'est important. Ça valait la peine d'être clarifié. William Naum, je reviens vers vous pour vous demander, en fait, si vous aussi, on vous pose des questions de nature différente aujourd'hui. Il nous reste à peu près un peu plus de 2 minutes pour nous dire en quoi l'expert comptable d'aujourd'hui aide différemment pour notamment gérer également et prévenir la prévention de difficultés à venir. Oui, on ne peut pas dire différemment de façon radicale, hein, c'est sûr, mais là, dans la période actuelle, les entrepreneurs ont besoin des aides de l'État, ont besoin d'être assurés par des mesures financières, sociales, etc. Mais ils ont aussi besoin, les chefs d'entreprise, votre invité l'a bien dit, d'avoir des conseillers, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, tout le monde s'y met. Et je trouve que l'exposé de Christelle définit bien le rôle respectif de l'expert comptable et des commissaires aux comptes. D'une manière plus générale, vous l'avez dit tout au long de cette émission, l'expert comptable est très présent, non seulement au quotidien auprès de 3 millions d'entreprises, mais d'une manière générale. On peut rappeler que la médiation du crédit a été, à la demande du président de la République, à l'époque, M. Sarkozy, créée par René Ricol, qui était expert comptable. J'étais à la médiation du crédit, son numéro 2 ou 3, peu importe, mais j'étais à ses côtés.
Pour les CIP, c'est une initiative que j'ai prise. J'ai créé le premier CIP il y a 25 ans en tant que président de l'Ordre des experts comptables. J'ai été aussi président de la Compagnie des commissions aux comptes de Paris en même temps d'ailleurs. Et donc, toutes ces mesures de prévention sont vraiment dans, si j'ose dire, l'ADN de l'expert comptable. Un petit mot aussi pour, je ne sais pas si Christelle va avoir de nouveau la parole, mais enfin, il y a une mesure qui a été prise, qui a augmenté, les seuils à partir desquels il faut un commissaire aux comptes en passant de 2 millions à 8 millions. C'est une très mauvaise idée. Le législateur a essayé d'alléger les charges des entreprises, que je comprends et je respecte. Je comprends aussi que les chefs d'entreprise le souhaitent. Mais enfin, dans la période actuelle, on a besoin de transparence, on a besoin de garantir l'assiette fiscale. On a besoin de fluidité dans les relations entre les entreprises et par conséquent, et même on a besoin de permettre aux chefs d'entreprise d'être encore plus efficaces en matière de gestion. Et la présence du commissaire aux comptes me paraît essentielle pour améliorer la gestion parce que toutes les questions qu'il pose pour vérifier la sincérité des comptes ont un impact indiscutable sur la bonne gestion de l'entreprise. Merci beaucoup, William. Je suis obligé de vous interrompre parce que c'est la fin de cette émission. Je sais que c'est un vrai sujet. Je crains que nous n'ayons pas le temps dans cette émission de le régler complètement. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup à Mathieu Hornet de nous avoir mieux fait comprendre comment il traverse cette crise avec son agence web WebID. Merci à vous, William Naoum, d'être avec nous à distance. Merci, Christelle Dichary, de nous avoir mieux fait comprendre le rôle respectif de l'expert comptable et du commissaire aux comptes. C'est la fin de cette émission. On se retrouve surtout le 12 novembre et la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle émission, mais également le 12 novembre pour une journée spéciale PME sur BFM Business en collaboration avec la CPME. Et là, on sera évidemment en radio, en digital et en TV. Merci, bonne fin de semaine à tous. Ciao.